Ok, donc on va reprendre sur la partie de débruitage. Donc on est toujours sur ce problème de comprendre comment est-ce qu'on peut estimer le score. Derrière l'estimation du score, en fait, il y a la problématique de l'estimation optimale du débruitage d'un signal quand on ajoute un bruit blanc. Et on a commencé la dernière fois à regarder ce problème en soi, qui a une longue histoire, puisque j'avais mentionné, ça a commencé dans les années 40 avec le travail de Wiener sur l'estimation linéaire optimale. Et je vais rapidement ici rappeler les résultats principaux et justifier le passage au non linéaire. Donc ce qu'on a vu, c'est que pour faire du débruitage avec un réseau de neurones, voilà le type de structure qu'on a. On a une structure où l'image d'entrée est en orange ici sur la gauche, l'image débruitée est sur la droite. Il y a une cascade de convolutions avec des opérateurs qui ont un support assez petit, qui sont ici cascadés. Et puis, sous échantillonnage, une série de convolutions. À chaque fois, il y a une non-linéarité qui apparaît, qui est ce rectificateur, etc., sous échantillonnage jusqu'à une taille d'image minimum. Et puis ensuite, on a la branche de droite où on a progressivement une reconstruction d'une image à de plus en plus haute résolution jusqu'à produire l'image débruitée. Donc, on ne va pas expliquer en détail cette architecture et la comprendre, puisque je disais ça, c'est vraiment un des problèmes centraux de tout ce sujet de la compréhension mathématique des réseaux de neurones profonds. Mais ce qu'on va voir, c'est pourquoi on voit apparaître ces différents opérateurs et pourquoi ça fait du sens, effectivement, de petit à petit regarder une image à différentes échelles. Et donc, c'est ce qu'on va voir à travers les outils qui ont été développés au cours des 40 dernières années sur la problématique de débruitage. Alors, aujourd'hui, donc, on va regarder ces questions de débruitage parcimonieux et qui sont basées sur l'utilisation de bases orthogonales dans lesquelles les signaux ont des représentations avec un petit nombre de coefficients non nuls. Et on verra, c'est ce qui permet de faire du débruitage efficace. Alors, ici, les questions, c'est pourquoi convolution? Pourquoi on voit apparaître ces opérateurs de convolution, de relus, et puis cet aspect multi-échelle. Donc, le problème de débruitage, je vous le rappelle, on va rapidement revoir les résultats qu'on a vus la dernière fois. Donc, on a un signal que j'ai appelé ici Y avec des lettres majuscules quand il s'agit de vecteurs aléatoires, qui correspond au signal d'origine X, donc qui va représenter ici l'image, plus du bruit Z, qui est du bruit gaussien blanc, c'est-à-dire que la covariance, c'est l'identité multipliée par une variance sigma carré. Et tout le problème, c'est de calculer un estimateur que j'écris à chaque fois X chapeau, qui va donc dépendre de l'image bruitée, qu'on va calculer en appliquant un certain opérateur, pas forcément linéaire, sur Y. Et l'objectif, c'est de minimiser l'erreur quadratique, c'est-à-dire la différence entre h de y moins x, norme au carré, où l'espérance, elle est prise par rapport à la distribution du signal et la distribution du bruit. Donc, ce qu'on a vu la dernière fois, c'est le cas linéaire. Alors, le cas linéaire, donc H va être une matrice. Donc, on va avoir que X chapeau de Y, c'est une grande matrice H appliquée sur Y. Et tout le problème, c'est de calculer le H qui va, la matrice qui va minimiser ici cette erreur. Alors, dans ce cas-là, ce qu'on a vu, c'est que le filtrage de Wiener, c'est-à-dire le filtrage linéaire optimal, il va être obtenu avec une matrice H qui va s'écrire
à partir de la covariance. Donc on va définir, ou l'autocorrélation, c'est la grande matrice qui donne la corrélation entre les valeurs de l'image à différents points nm. Et H, ça va être C plus sigma carré l'identité qui n'est autre que la covariance de Y, puisque à Y, on ajoute un bruit blanc, moins 1 fois C. Ça, c'est l'opérateur H qu'on a calculé. On a démontré la dernière fois qu'effectivement, il va minimiser l'erreur quadratique. Alors ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé l'expression de l'opérateur H appliqué à Y, et on s'est placé dans la base orthogonale qui diagonalise cet opérateur H. La base orthogonale qui va diagonaliser H, c'est la même que la base orthogonale qui va diagonaliser l'opérateur de covariance. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une analyse en composante principale. On a une base B, qui est une base orthogonale, puisque la matrice elle est symétrique, qui va diagonaliser C. Et donc, on peut regarder les valeurs propres. Que je vais ordonner dans l'ordre décroissant, donc lambda k plus grand que lambda k plus 1. Et puis, on peut maintenant exprimer l'opérateur HY dans cette base orthogonale. Alors pour ça, eh bien, on va représenter le signal bruité dans la base orthogonale. Et puis, comme l'opérateur il s'écrit comme un produit de C inverse et C, les deux matrices sont diagonalisables dans la base B. Quelles sont les valeurs propres? Ça va être les valeurs propres de C, c'est-à-dire lambda k, divisé, puisque là j'ai un inverse, par la valeur propre de C plus sigma carré l'identité. Les valeurs propres, c'est sigma carré. Donc ça va me donner sur lambda k plus sigma carré, et la somme sur k sur tous les valeurs propres. D'accord? Donc ça, c'est l'expression de l'opérateur linéaire, et ça, ce sont des constantes. D'accord? C'est très important, qui ne dépendent pas du tout de y ni de x, et ces constantes, elles dépendent que des valeurs moyennes du signal. Et il y a un cas particulier qui est important, c'est le cas où le processus est stationnaire, parce qu'on a vu que dans le cas où le processus était stationnaire, alors C, en fait, c'est une matrice qui est une matrice Toplitt, c'est-à-dire ça va dépendre que de n, x de n, je vais l'écrire, si j'appelle ça C de nm, chacun des coefficients, x de n, x de m, en fait, ça ne dépend que de la distance n-m. Autrement dit, si je regarde C comme la matrice d'un opérateur, ça va être un opérateur de convolution. Cet opérateur de convolution est donc diagonal dans la base de Fourier. Et donc, B, ça va être la base de Fourier. Et si je suis ici en dimension D, la base de Fourier, ça va être la base de Fourier discrète, dont les fréquences, si je suppose que je suis de période D, donc je fais une extension de mon signal au-delà de son support, ça va être 2πk sur D fois n. Ça, c'est la fréquence qui implique que j'ai bien une période D, et 1 sur racine de D pour le normaliser. Donc c'est ce qu'on appelle la base de Fourier discrète pour toute fréquence K, indicée par K. Donc, lambda K, du coup, eh bien, ce n'est autre donc que les valeurs propres, c'est-à-dire C, EK, produit scalaire avec EK. Ça, c'est ce qu'on appelle, je l'avais expliqué, la puissance spectrale. Et on peut regarder la tête de ces valeurs, ici, qui sont les valeurs multiplicatives des coefficients de Fourier. Donc ça, ce n'est autre que la représentation en Fourier du filtre. Et ces valeurs, si je regarde d'un côté la décroissance des valeurs propres, qui vont être, disons, quelque chose comme ça, et puis si je les ordonne, quelque chose comme ceci, ça va être les lambda k. J'ai vu que le bruit blanc, lui, toutes ses valeurs propres, c'est sigma carré. Et donc, ceci, eh bien, c'est égal à 1
pratiquement quand lambda k est grand devant sigma, et ça va être égal à sigma carré, et ça va être quasiment de l'ordre de 0 quand sigma est beaucoup plus grand que lambda k. Donc qu'est-ce qu'on voit? Si je porte ici 1, on voit que je vais avoir quelque chose comme ceci. Au point où les deux sont égaux, ça va valoir 1,5, et puis ensuite, ça va valoir 0. D'accord? Donc ça, c'est mon filtre. Au passage, une remarque et que je rementionnerai plus tard, ce filtre, on peut l'approximer de façon un peu plus brutale par quelque chose qui est égal à 1 tant que lambda k est plus grand que sigma et 0 sinon. Ça, ce serait un filtre parfait. Ceci, puisque k, dans le cas stationnaire, ça représente la fréquence, on appelle ça des filtres passe-bas, c'est-à-dire des filtres qui laissent passer les basses fréquences et qui mettent à 0 les hautes fréquences, parce que les hautes fréquences, il y a plus d'énergie de bruit que d'énergie de signal. Donc il y a intérêt à tout mettre à 0 parce qu'on produit un gain sur le débruitage. Donc ça, c'est la théorie linéaire. Et on a vu un exemple la dernière fois, c'est le cas d'un processus gaussien stationnaire. On voit sur la droite ici ce que ça donne quand on rajoute du bruit. D'accord ? Et voilà ce que ça donne quand on débruite, et c'est super joli, on a bien enlevé le bruit. Évidemment, ce n'est pas exactement égal au signal d'origine, hein, il y a des petites déformations, mais on peut démontrer qu'on ne peut pas faire mieux. On ne peut pas faire mieux ici dans ce cas très particulier parce que X est gaussien, et dans le cas gaussien, et je l'ai démontré en montrant que l'estimateur qu'on a ici est le même que celui qu'on obtient avec le score, qui lui est l'estimateur optimal. Bien, dans le cas gaussien, d'une façon générale, les estimateurs non linéaires sont obtenus avec des estimateurs linéaires, c'est-à-dire que l'optimal non linéaire, c'est le même que l'optimal linéaire, et donc on obtient quelque chose de très bon. Par contre, dès que le signal est la réalisation d'un processus non gaussien, comme ce que vous voyez ici en haut à gauche, eh bien là, donc c'est typiquement, vous avez quelque chose de stationnaire parce que la position des discontinuités peuvent être absolument quelconques, hein, le signal peut se translater, mais pas du tout gaussien. Et donc, si vous avez un signal bruité et que vous appliquez le filtre de Wiener optimal, voilà ce que vous obtenez. Et c'est un peu décevant parce qu'on sent bien qu'on pourrait faire mieux en éliminant beaucoup mieux le bruit dans les zones régulières, puisque l'idée, c'est comment on atténue le bruit. Eh bien, on enlève les hautes fréquences. Enlever les hautes fréquences, c'est la même chose que moyenner localement le signal. D'accord ? Et on voit bien que là, finalement, on a fait une moyenne locale, mais un peu limitée. Et pourquoi on a fait une moyenne locale limitée, sachant que c'est la moyenne optimale ? Eh bien, parce qu'on n'a pas voulu détruire les discontinuités. Et donc, on a cette espèce de décision entre, d'un côté, éliminer le bruit dans les zones régulières, et de l'autre côté, ne pas détruire les discontinuités. Et on a envie d'éviter cette espèce de choix cornélien en faisant quelque chose qui est optimal sur les discontinuités et qui est potentiellement aussi optimal sur les parties régulières. Et donc ça, c'est la question qui nous fait entrer dans le monde non linéaire. Pourquoi ? Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va commencer à adapter l'estimateur potentiellement à la position des singularités, des irrégularités dans le signal. Donc ça veut dire que l'opérateur H, qui est ici, n'est plus indépendant du signal, mais va lui-même dépendre du signal. Donc on va avoir un opérateur H qui va devenir non linéaire. Et toute la question, c'est comment on fait un débruitage optimal de ce genre de signal ici, et puis ensuite de signaux potentiellement beaucoup plus compliqués comme des images. Alors, c'est une question que j'avais posée à la fin du cours la dernière fois, et quand on se pose cette question, le premier réflexe, c'est de se dire, ce qu'il va falloir faire, c'est détecter les discontinuités, et puis lisser entre les discontinuités. Comment on peut détecter une discontinuité ou une singularité ? Ce qu'on peut faire, c'est par exemple calculer une dérivée. Alors pourquoi ça ne va pas marcher ? Ça ne va pas marcher parce que le signal Y qu'on a, c'est celui-là. Et le bruit blanc, il introduit des singularités très fortes, ce qui fait que la dérivée ici, elle va être au moins aussi grande que les dérivées ici.
Donc, ce n'est pas facile de détecter des singularités, parce qu'on ne peut pas simplement regarder si la dérivée première, seconde ou autre est grande, parce que le signal est très bruité, et donc a plein de petites irrégularités partout. D'un autre côté, on voit bien que ce genre d'irrégularité, elle est potentiellement de plus petite amplitude que celle-là. Au niveau de, c'est-à-dire, si vous calculez la différence entre deux points l'un à côté de l'autre, pour peu que ça se soit un tout petit peu lissé, vous ne verrez pas beaucoup de différence, mais si vous regardez sur des domaines un peu plus grands, vous le verrez. Donc là est commencé à apparaître cette idée d'essayer de regarder les incréments à différentes échelles. Et puis, donc ça, ce sont des choses qui ont été beaucoup étudiées dans les années 1970-1980. Les gens ont commencé à développer des algorithmes qui essayaient de dire « OK, la singularité est là, et donc a une forte probabilité d'être plutôt là que là, et donc on va essayer de lisser. Ensuite, il faut adapter la taille du noyau de lissage, etc. » Et c'est des algorithmes qui sont devenus de plus en plus compliqués, de plus en plus compliqués. Et tout ça s'est considérablement simplifié quand on a réalisé qu'il y avait une façon très simple d'aborder cette question. C'était, au lieu d'essayer d'attaquer directement le problème sur le signal ici, c'est plutôt d'essayer de représenter le signal avec le plus de coefficients nuls possible et simplement mettre à zéro les petits coefficients. Donc ça, c'est ce qu'on va voir, et c'est lié à cette approche parcimonieuse qui est vraiment un concept fondamental pour comprendre à la fois comment on fait du débruitage, mais aussi quel est le lien entre débruitage et compression, débruitage et représentation d'informations. Alors, l'idée ici, donc on va toujours se placer dans une base orthogonale, et on va regarder des estimations non linéaires que je vais appeler diagonales dans une base. Donc, l'idée, c'est que je reste avec ma base orthogonale, et ce que je vais faire, c'est représenter. Alors, H, ici, va être non linéaire, et donc va dépendre du signal. Donc, ce que je vais faire, c'est, au lieu de considérer Y à partir d'un processus grand X quelconque, je vais supposer que X est fixé et j'ajoute Z. Autrement dit, le signal X ici va être déterministe. Et la question que je vais me poser, c'est à X fixé, comment je peux adapter l'opérateur H pour avoir le meilleur débruitage possible. Donc, je vais éliminer la partie stochastique de X. À nouveau, X maintenant c'est une image fixée. Je regarde cette image, je rajoute du bruit aléatoire, j'ai donc une image bruitée, et je me pose la question, comment je peux adapter H? D'accord? Et ce que je vais imposer, c'est que l'opérateur est diagonal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'opérateur H que je vais appliquer sur X, il va pouvoir s'écrire comme une somme de coefficients H de K qui potentiellement vont dépendre de X, parce que j'ai un opérateur non linéaire, je pourrais l'écrire sous forme comme ci, fois les coefficients de X décomposés dans la base, fois EK. D'accord? Et donc H, maintenant, peut dépendre de X, qui est fixé, et la question que je me pose, c'est comment trouver la dépendance qui va être à nouveau optimale. Alors, observez que c'est un opérateur diagonal, d'accord, puisque l'opérateur s'écrit simplement comme une multiplication des coefficients de chacun des coefficients de X dans la base par une constante. D'accord? Donc, si vous le voyez comme une matrice, ça va bien être une matrice qui va être diagonale. Et donc, maintenant, on va regarder l'erreur. Donc, pour ça, je vais regarder H appliqué à Y moins X. D'accord? Donc, H appliqué à Y moins X, eh bien, ça va me donner une somme sur K. Donc, H de K
Alors, y, c'est x plus z. Donc, je vais avoir x produit scalaire avec ek, plus z produit scalaire avec ek, et auquel je vais soustraire x. X, qu'est-ce que c'est? C'est x produit scalaire avec ek fois ek. Donc ça revient à soustraire 1 ici, parce que si je soustrais 1, je soustrais x produit scalaire avec ek fois ek, c'est-à-dire x. D'accord? Donc ça, c'est l'expression de la différence. Et maintenant, je vais regarder la norme de ceci au carré. Je suis dans une base orthogonale, donc ça, c'est ça qui va rendre beaucoup plus simple toute l'analyse. Pourquoi on se place dans une base orthonormale, en l'occurrence? C'est que dans une base orthonormale, la norme du vecteur, c'est tout simplement la somme des coefficients au carré. D'accord? Si je suis dans une base, eh bien, je vais avoir que norme de x carré, c'est tout simplement la somme des produits scalaires de x dans la base orthogonale. Donc ici, le vecteur, voilà mes coefficients. Donc la norme au carré, eh bien, ça va être la somme sur k de ces coefficients au carré. Donc h de k moins 1 x produit scalaire avec ek plus z produit scalaire avec ek, le tout au carré. Maintenant, ce que je vais faire, c'est regarder la moyenne de ceci. Et la moyenne, je la prends par rapport au bruit. Donc là, je vais rajouter l'espérance. Et donc ici, je vais avoir l'espérance de toute cette quantité-là. L'espérance de toute cette quantité-là, c'est la somme des espérances. Ceci, je peux le développer. Je vais avoir ce terme au carré, plus ce terme au carré, plus le produit croisé. Le produit croisé, il va faire apparaître des termes qui sont de la forme espérance de x produit scalaire avec ek fois z produit scalaire avec ek. Ça, c'est une constante. Et le bruit étant de moyenne nulle, produit scalaire de z avec ek, ça vaut 0. Donc, ici, tout ce que je vais récupérer, c'est les termes quadratiques, c'est-à-dire h de k moins 1 au carré fois x produit scalaire avec ek, plus l'espérance de ces termes-là, mais comme je suis dans un bruit blanc, j'ai un bruit blanc, eh bien, je sais que dans ma base orthogonale, la covariance, c'est-à-dire les termes diagonaux dans la base orthogonale, ils sont tous égaux à sigma carré. Donc je vais avoir plus sigma carré ici. L'espérance fois, excusez-moi, là j'ai un h de k ici. C'est ça plus ça, donc j'ai h fois ça, et puis ici, excusez-moi, il y avait fois h de k. J'ai oublié ce terme. Ceci, c'est multiplié par h de k. Plus sigma carré fois h de k au carré. D'accord? Parce que ça, c'était quand j'ai développé y. Y, c'est ceci plus z, donc fois h de k. Voilà. Donc ça, maintenant, c'est l'expression de l'erreur. Donc elle n'est pas très compliquée. Et maintenant, on peut se poser la question, c'est quoi le meilleur h de k? Le meilleur h de k, donc si l'erreur, je vais l'appeler, disons, epsilon, ou c'est le risque, je vais l'appeler r, eh bien le risque, je l'ai calculé ici, c'est ceci. Donc ce qu'on va regarder, c'est comme dans le cas linéaire, c'est quoi le meilleur h de k? Pour ça, on va calculer la valeur de h pour lequel, puisque j'ai une forme quadratique en h, la dérivée par rapport à chacune de ces variables va valoir 0. Et si vous faites ça,
eh bien, vous calculez la dérivée, vous allez avoir un facteur 2 ici, vous allez avoir un facteur 2 qui va sortir, et on retombe exactement sur la même formule que ce qu'on avait obtenu. On va tomber sur le... Donc, si je calcule ceci, je vais avoir le premier terme, c'est 2h de k moins 1 fois x produit scalaire avec ek carré. Et puis le deuxième terme, ça va être un 2h de k fois sigma carré. Et ça vaut 0. Et donc du coup, vous avez que h de k, ça va être égal à produit scalaire de x avec ek au carré divisé par produit scalaire de x avec ek carré plus sigma carré. Et puis, vous pouvez faire le calcul de epsilon en réinjectant ceci, et on obtient une erreur qui est sigma carré, produit scalaire ek carré. Voilà. Alors là, on est content, on a trouvé le meilleur h, mais en fait, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que ce h, on ne peut pas le calculer. Alors pourquoi on ne peut pas le calculer, ce h? Oui, je vous ai un peu blousé là, parce qu'en fait, j'ai dit, OK, on va fixer x, on va faire le calcul, et maintenant j'ai le meilleur h. Vous savez, c'est bien gentil, mais le x, je ne le connais pas. Donc, si je ne le connais pas, je ne peux pas calculer h, je ne peux pas calculer cette erreur. Alors, en apparence, ça n'a aucun intérêt, sauf que pas complètement. On appelle ça un estimateur, on appelle ça un oracle. C'est-à-dire que si quelque part vous avez une inspiration qui vous vient d'une entité divine qui vous donne le x et que vous imposez que vous avez un estimateur non linéaire diagonal, parce qu'on vous a quand même mis des restrictions, ça devait être diagonal, voilà ce que vous pouvez faire au mieux. D'accord ? Et donc tout le problème maintenant, ça va être d'essayer de faire aussi bien que si vous aviez cette inspiration mystique que vous a donné l'oracle. Est-ce que c'est possible de trouver un estimateur qui est calculable, qui peut faire aussi bien que ça? Première question. Et deuxième question, est-ce que cet estimateur va être optimal? Il va être optimal si quelque part la base a des bonnes propriétés, parce que vous avez imposé que vous aviez un estimateur non linéaire diagonal dans la base. Donc vous avez imposé quelque chose de très fort. Et donc ça, ce sont les deux questions cruciales qu'on va se poser maintenant. À quelles conditions je peux faire aussi bien que l'oracle? 2, c'est quoi la base que je vais devoir choisir pour faire aussi bien qu'un estimateur optimal? Et si c'est le cas, alors je suis capable de calculer l'estimation optimale et donc le score, et donc quelque part je dois être relié à mon réseau de neurones. Donc ça, ce sont les questions qu'on va se poser. Alors, là, il y a deux chercheurs qui ont vraiment eu un impact très important sur cette question et qui l'ont posée d'ailleurs en ces termes. C'est Donohoe et Johnstone. Et leur première publication, ça date de 1994. Puis ensuite, il y a eu en statistique énormément de travaux autour de ça. Donc la première chose, la façon de se poser, ça a été de simplifier un peu cette expression-là. Et cette expression-là, vous avez vu, c'est finalement la même que celle-là, sauf que ici, le lambda k, qui est l'espérance, en fait ici, lambda k, c'est l'espérance de x produit scalaire avec ek. Alors que dans un cas non linéaire, on met carrément égal à x produit scalaire avec ek en connaissant x. Mais essentiellement, c'est la même chose. Mais vous observez ici que c'est très tentant d'approximer cette espèce de courbe par 1 ou 0. Donc ça, c'est la première question. Et si on imposait tout bêtement, plutôt que d'avoir cette formule un peu compliquée, d'avoir un h de k qui est soit égal à 1, soit égal à 0, à quoi il serait égal? Voilà la formule de l'erreur. Donc vous avez deux termes. Si h vaut 1, alors à ce moment-là, ça vaut 0, h de k moins 1, et donc ce qui reste, c'est sigma carré. Si h, au contraire, vaut 0, ça vaut 0, et l'erreur, elle vaut le produit scalaire au carré. Et votre but,
c'est de minimiser l'erreur. Donc du coup, pour minimiser l'erreur, à chaque fois, il faut que vous choisissiez soit 1, soit 0, en fonction du fait que ça, c'est plus grand que sigma carré, ou l'inverse. Donc du coup, le choix optimal dans ce cas-là, ça va être de prendre 1, c'est-à-dire je garde le coefficient si le signal est plus grand que le bruit. Donc on retrouve un peu la même chose, sauf qu'ici, je regarde un signal particulier. Et puis 0, si le signal est plus petit que le bruit. D'accord? Donc, ça, c'est une forme simplifiée, mais c'est toujours un oracle, hein, un estimateur par oracle, parce que je ne connais toujours pas le signal, donc je ne peux pas calculer ce truc-là. Mais ça a l'avantage de poser le problème en termes un peu plus simples, c'est en termes de décision. À chaque fois, est-ce que je garde le signal ou est-ce que je l'élimine? Donc, ce qu'on peut faire, c'est regarder les produits scalaires. Donc, les produits scalaires, je vais les représenter ici en fonction de k, comme des barres qui peuvent avoir des amplitudes plus ou moins grandes. Je peux en avoir des grands, je peux en avoir des tout petits, de signes différents. Ça, là, je représente l'amplitude du produit scalaire. Et puis, à ça, va venir s'ajouter le bruit. Et le bruit, c'est une variable aléatoire de variance sigma. Donc, grosso modo, partout, ça va rajouter des variables aléatoires qui vont fluctuer avec une variance sigma, gaussienne, indépendante, comme ça. Et puis, évidemment, ça va l'ajouter aussi au grand coefficient. Et voilà, vous vous retrouvez devant ce problème. Et devant ce problème, la question, c'est vous voulez faire du débruitage. Et vous avez envie de faire quelque chose qui ressemble à ça, c'est-à-dire éliminer les signaux, les coefficients qui sont plus petits que sigma et garder ceux qui sont plus grands que sigma. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Sachant que je ne connais pas les valeurs blanches. Ce que je connais, c'est juste la somme des deux. Ce qu'on peut se dire, c'est que quelque part, si le coefficient est de l'ordre de sigma, il y a beaucoup de chances pour que le bruit soit plus grand que, ou en tout cas du même ordre que le signal. Si le coefficient plus bruit est beaucoup plus grand que sigma, alors il y a beaucoup de chances pour que la composante du signal soit plus grande que la composante du bruit. Donc l'idée, c'est de se dire, OK, dans ces cas-là, ce qu'on peut faire, c'est une espèce de seuillage, c'est-à-dire regarder tout ce qui est au-dessous d'un seuil entre T, disons, dans une zone comme ça, et tout ce qui est à l'intérieur de cette zone, c'est-à-dire en valeur absolue, est trop petit, on va se dire, typiquement, ça va être dominé par le bruit, et tout ce qui est au-dessus, ça a des chances de correspondre à une information de signal qui est plus grande que l'information du bruit. Donc la question dans ce cas-là, c'est quelle est la valeur de T qu'il faut choisir et comment faire ce seuillage. Donc là, ça c'est l'idée. Je me rends compte au passage qu'il y a un point que je n'ai pas mentionné, c'est que quand on passe à 0,1 plutôt que l'autre, l'oracle optimal, on ne perd pas beaucoup. Alors, pourquoi est-ce que quand je suis passé de là à là, je n'ai pas perdu beaucoup? Parce que l'erreur... Alors, donc là, je fais un petit aparté avant de revenir ici. C'est quoi l'erreur si je prends h de k sous cette forme? Eh bien, à chaque fois, ici, je vais garder le minimum entre ce terme et ce terme. Donc, l'erreur que je vais appeler le risque, en quelque sorte, d'une décision binaire, ça va être somme sur k, le minimum, à chaque fois, entre le produit scalaire de x et ek carré et sigma carré. Et ça, c'est à comparer au risque minimum que j'avais obtenu avec un h de k que je me laissais optimiser comme je voulais, qui était un réel où j'avais ceci.
Alors, première remarque, effectivement, là, on a fait une décision qui était sous-optimale. Le minimum entre ces deux quantités, elle est toujours plus grande que ce produit divisé par la somme. Si vous avez deux constantes AB sur A plus B qui sont positives, ça, c'est toujours plus petit que le minimum entre A et B, parce que par exemple, si B c'est le plus grand, eh bien, A plus B c'est plus grand que B, donc ça va être plus grand que petit a. Mais ceci étant, A plus B c'est plus petit que 2 fois le max, donc vous vérifiez que ça c'est plus petit que la moitié du min. Et donc, du coup, de ça, vous en déduisez que l'erreur minimum, eh bien, elle est effectivement plus petite que l'erreur binaire, mais elle est plus grande que 1,5 de l'erreur où on fait un choix binaire. Donc en fait, quand on fait ça, on perd un facteur 2. Alors ici, on va faire ce qu'on appelle des calculs asymptotiques. Facteur 2, ce n'est pas très grand, ce n'est pas très grave. Ce qu'on veut, c'est faire des calculs à une constante près. Donc on ne va pas trop s'inquiéter des facteurs constants. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, et ça c'est vraiment le cas évidemment très pessimiste, où j'ai le facteur 2, ce qu'on voit, c'est que passer à une décision binaire par rapport à une décision qui est pondérée, on ne perd pas énormément, et ça c'était l'idée de ce qu'on a vu, les deux filtres là-bas, ils se ressemblaient un peu. OK. Donc ça c'est la justification de la décision binaire. Maintenant je reviens, excusez-moi ici, et ici, ce qu'on voit, c'est que la décision binaire de l'oracle, on va pouvoir l'approximer avec potentiellement un seuillage. Mais alors, la question, c'est quel seuil T il faut prendre et quelle inefficacité ou quelle efficacité. Alors, là, il y a un très joli résultat que je vais mettre ici, qui a été démontré par Deneau et Johnstone, donc qui est vraiment le cœur de toute cette théorie, qui en fait démontre que si on choisit bien le seuil, on n'a pas une grosse perte en efficacité. C'est-à-dire qu'on ne va effectivement pas avoir le même résultat qu'un oracle, parce que ça c'est le résultat optimal, et ça nécessite de connaître le signal, mais on va avoir quelque chose qui est presque égal à l'oracle à un facteur log près. Donc ça c'est ce théorème. Alors le théorème, il fixe le seuil. En fait, ce que ce théorème fait, c'est qu'il se pose la question, je veux être certain que si je garde un coefficient, ce coefficient a une très forte probabilité d'être plus grand que le bruit. Et pour faire ça, ce qu'on regarde, c'est les valeurs maximum que le bruit peut atteindre. Alors, si vous avez n variables aléatoires gaussiennes, les valeurs vont fluctuer avec une distribution qui est moins x2 sur 2 sigma carré. Donc la plupart des valeurs, elles vont être aux alentours de moins sigma, sigma, mais vous avez ici une queue de distribution. Et si vous êtes en grande dimension D, eh bien vous allez avoir beaucoup d'échantillons de votre gaussienne, beaucoup de coefficients de bruit, et donc du coup vous allez commencer à explorer cette queue de distribution. Et une chose qu'on peut montrer, c'est qu'on peut regarder l'espérance du max, alors je vais écrire ici, donc l'espérance du maximum de toutes les amplitudes des coefficients qui sont des variables aléatoires gaussiennes, donc les coefficients du bruit, pour K, et vous en avez D, et ça va être égal à racine de 2 log D fois 1 plus un petit taux de 1 quand D augmente. Ça, c'est typiquement de l'ordre de log D
sur log D. Ce qui est important, c'est que quand D augmente, ce coefficient va tendre vers 0. Donc l'amplitude va être de racine de 2 log D. Alors ça se démontre, ce n'est pas très compliqué. Ça vient du fait que si vous coupez ici, que vous avez n, quand vous regardez la probabilité d'un max, ça veut dire vous regardez la distribution pour que ceci soit plus grand qu'une constante. Comme c'est des variables indépendantes, ça va être la même chose, que ça va se calculer à partir de la densité de probabilité à la puissance d. Et donc vous allez vous retrouver avec le fait qu'il faut que la probabilité soit... vous allez vous retrouver avec le calcul du max, et le point qui va être en fait crucial, c'est de regarder quand est-ce que, pour quelle valeur, disons, de t, sur 2 sigma carré, ça va être de l'ordre de 1 sur t. Et on retrouve la valeur du seuil à partir de là. Alors, je ne vais pas vous faire, j'avais préparé la démonstration du théorème, mais là, je ne vais pas vous le faire parce que je voudrais avoir le temps de vous présenter les propriétés des bases. L'autre chose, c'est qu'on va finir un peu plus tôt à 10h45 aujourd'hui, de manière à faire commencer le séminaire à 11h. Donc, du coup, je vais sauter la démonstration, je ferai ça une autre fois, mais je vais vous donner le théorème qui est vraiment superbe. Ce théorème, il dit que si effectivement je prends pour le seuil sigma racine de 2 log D, d'accord, j'ai bien mis donc il est proportionnel à la déviation standard. Alors, le seuil, le risque que j'obtiens en faisant un seuillage, alors, seuillage, comment on va le définir exactement? Le seuillage, on a deux façons possibles de le faire. Donc, je vais maintenant définir l'opérateur H avec un seuil. Donc, l'opérateur H que je vais appliquer à Y, il va consister à décomposer le signal brut. Oh, je peux le faire sur un petit x quelconque, puis ensuite je l'appliquerai Y. Je décompose x dans ma base Ek, et puis ensuite, c'est ce coefficient que je vais transformer. Et comment je le transforme? Avec l'opérateur de seuillage qui associe à un nombre A, soit 0 si A est trop petit, valeur absolue de A est plus petit que T, soit A si valeur absolue de A est plus grand que T. D'accord? Donc, la fonction de seuillage, c'est quelque chose qui vaut l'identité quand je suis plus petit que le seuil, quand je suis plus grand que le seuil, et puis 0 sinon. Voilà. Ça, c'est ρT de A. Donc ça, c'est l'algorithme de seuillage, c'est-à-dire tout ce qui est à l'intérieur de la bande là que j'ai montré, vous allez le mettre à 0 quand votre valeur du produit scalaire est entre moins t et t. Et donc évidemment, cet opérateur, on va non pas l'appliquer à x qu'on ne connaît pas, mais on va l'appliquer à y, c'est-à-dire au coefficient bruité. Et alors, vous voyez, cette fonction, elle n'est pas très bonne parce que c'est une fonction de décision qui est discontinue. Si on est ici, on garde la valeur. Si on est juste à côté, boum, brutalement, on la met à 0. Et on voit bien que les coefficients d'atténuation optimaux, eh ben, eux, ils sont réguliers en fonction de la valeur du produit scalaire et ils vont passer continuellement de 1 à 0, les facteurs multiplicatifs. Donc l'idée, ça, c'est ce qu'on appelle un seuillage dur, c'est de faire plutôt un seuillage doux où on va faire une transition plus graduelle. Alors l'idée, c'est que ce qu'on va faire, c'est on va virer cette discontinuité, on va rabaisser cette composante ici, et cette composante, on va la mettre là. Autrement dit, on va faire un seuillage qui a cette tête-là. Donc ça va être ρT de A. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ρT de A, ça va être égal à A
Mais ce que vous voyez, c'est que là, vous avez la diagonale. Donc j'ai supprimé, donc je vais avoir valeur absolue de A auquel j'enlève l'amplitude du seuil fois le signe de A. Autrement dit, ce que je fais, c'est que je commence par atténuer l'amplitude, et puis, excusez-moi, si A est plus... Je vais le faire, ça c'est vrai, si A est plus grand que T, et puis ça va être 0 si A plus petit que T. Donc on retrouve bien que entre plus T et moins T, je mets tous les coefficients à 0, mais les coefficients qui sont plus grands que T, je les abaisse. Et l'idée, c'est que le bruit est venu contaminer aussi les coefficients plus grands que T. Donc, je prends une position un peu anti-risque et je vais plutôt abaisser les coefficients de manière à m'assurer que le bruit n'a pas augmenté leur amplitude. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le seuillage doux. Alors, le seuillage doux, c'est celui qui est le plus utilisé parce que vous avez une opération qui est ici Lipschitz, c'est-à-dire différenciable sauf en 2 points ici. Si vous regardez, en fait, vous pouvez voir ça comme une somme de 2 fonctions, une fonction qui est comme ceci et une fonction qui est comme ceci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux réécrire ce seuillage doux pris en A comme une somme de 2 relus. Un premier relu qui est celui-là, donc je peux vous le montrer en rouge, c'est ici. Donc ça, c'est la fonction relu. Alors je vous rappelle que le relu, pris en A, c'est max de A et de 0. Ben ça peut s'écrire comme relu de A moins T, c'est le relu qui est translaté en T, et puis ensuite j'ai un relu mais d'un signe inverse qui est ici en moins T, donc là je vais avoir moins relu de moins A moins T. Donc, qu'est-ce qu'on voit maintenant apparaître? C'est que derrière ces algorithmes de seuillage, en fait, on voit apparaître des relus. Et donc, faire du seuillage, ça peut s'obtenir à partir de ce type d'algorithme que j'ai décrit ici. Ça consiste à prendre le... Alors, si je le mets sur Y, je vais le réécrire, ça va consister à décomposer le signal dans une base, donc autrement dit, calculer un opérateur linéaire, et puis appliquer un opérateur non linéaire, et puis faire une reconstruction. Et donc, ça peut être vu comme un premier unit très naïf, où on commence à avoir une série d'opérateurs qui va faire la décomposition, les seuillages et une reconstruction. Donc, ça ne dit pas que c'est une architecture de unit, mais en tout cas, on voit apparaître les 2 opérateurs linéaires et entre le relu. Alors, je reviens à mon théorème. Maintenant, j'ai établi un algorithme qui s'implémente. D'accord ? J'ai une décision qui peut se prendre. Je compare chacun des coefficients bruités avec le seuil. Je le seuille, je reconstruis. Est-ce que ça va bien marcher? Et donc, c'est là où on revient à notre théorème qui nous dit que si je fais ça, je vais avoir une erreur. Alors, l'erreur, c'est l'erreur de seuillage, que je vais appeler RS. L'erreur de seuillage, il va dépendre de X, que je ne connais pas, mais ça va dépendre de X.
Cette erreur de seuillage, donc, ici, je l'ai calculée comme étant l'espérance par rapport au bruit de h de y avec l'algorithme de seuillage moins x au carré. D'accord? Et je peux le calculer avec la formule que... non, excusez-moi, donc je le calcule avec ceci. Et donc, ce que le théorème me dit, c'est que ça, c'est à une constante de log d plus 1, pratiquement égale à l'erreur que j'obtiens si je fais un seuillage binaire, ou même si je fais un seuillage optimal. On peut mettre une constante ou l'autre. Donc, ce que ce théorème me dit, c'est que si je compare l'erreur de cette décision avec un seuil dans le cas où je prends cette valeur du seuil, j'obtiens une erreur qui est certes plus grande que ce que j'aurais obtenu avec un oracle, mais j'ai juste perdu un facteur log d. Et log, ce n'est pas très grand non plus. Donc là encore, c'est de l'ordre d'une constante, un peu plus quand même, mais c'est un facteur de perte qui n'est pas énorme. Et en faisant ça, j'obtiens quelque chose qui est quasiment optimal et non linéaire, et de façon très très simple, c'est-à-dire simplement en faisant un seuillage. Alors, ça, c'est bien, mais ça va valoir le coup d'être fait. Donc ça, je ne vais pas vous faire la démonstration. À nouveau, d'où vient cette constante? C'est simplement que je me protège en prenant pour la valeur de t la valeur maximum que peut prendre le bruit. D'où vient cette constante de log d? C'est tout simplement, ça vient du facteur racine de 2 log d. Là, vous voyez, vous avez 2 log d fois sigma carré. C'est en quelque sorte t carré. C'est le risque qu'on aurait si jamais on a gardé un coefficient au-dessus du bruit. Et donc, ensuite, le détail de la démonstration, ici, je ne vais pas le faire. L'autre résultat, c'est que le facteur de log d est optimal. Autrement dit, on ne peut pas trouver d'algorithme qui va améliorer cette inégalité pour tout x avec une constante ici qui est plus petite que 2 log d. Donc, ce simple algorithme de seuillage va vous faire quasiment aussi bien qu'un algorithme par oracle, et vous ne pourrez pas faire tellement mieux. D'accord? En tout cas, le facteur asymptotique quand d tend vers l'infini, donc ça, quand je dis c'est optimal, c'est quand d devient très grand. On ne peut pas faire mieux que ce facteur log d. Alors, une fois qu'on a ce résultat, en fait, on peut commencer à travailler. Pourquoi? Parce que, et c'est ce qu'a fait un peu toute la communauté, maintenant on sait qu'on peut faire de l'estimation optimale presque aussi bien qu'un seuillage par oracle dans une base. Ben maintenant, il faut trouver quelle est la bonne base. Quelle est la bonne base? Ça veut dire la bonne base, c'est celle qui va rendre ces quantités ici petites. Cette quantité ici, elle doit être petite, la plus petite possible. Et évidemment, cette quantité, ça dépend du choix de la base, des vecteurs EK. Et donc, tout le problème, une fois qu'on a compris ce résultat, c'est de se débrouiller pour que ce facteur ici soit petit. Donc, trouver la bonne base. Alors, ce qu'on a vu au-dessus, c'est que dans le cas linéaire, la bonne base, elle n'était pas très compliquée à calculer, c'était la base qui diagonalisait la covariance. Ici, la situation va être différente, et c'est là que les choses deviennent plus compliquées. Elle est différente parce que ce qu'on va optimiser, c'est une quantité un peu différente, c'est ce risque binaire que je vais écrire maintenant. Donc le risque binaire, je l'ai écrit, c'est à chaque fois
le choix entre le minimum entre sigma carré et le coefficient dans la base au carré. Alors, ce que je peux faire, c'est séparer les coefficients qui sont plus petits que sigma et ceux qui sont plus grands que sigma. Si le coefficient est plus petit que sigma, donc si le produit scalaire est plus petit que sigma, eh bien c'est tout simplement l'énergie, donc la somme des coefficients au carré. Et puis si le coefficient est plus grand que sigma, ça va être sigma carré. Je vais appeler m le nombre de coefficients plus grand que sigma. Et à ce moment-là, je vais avoir m fois sigma carré. Alors, comment minimiser cette erreur? Eh bien, ce que je veux, et ce que je sais par ailleurs, c'est que la somme... alors, ce que je veux, c'est que ceci soit petit et ceci soit petit. Alors, comment on peut interpréter ça? Ça, c'est l'erreur sur les coefficients que j'ai gardés. Chaque fois que je garde un coefficient, je garde un peu de bruit. Donc, si je garde m coefficients au-dessus de seuil, je vais garder m composantes de bruit qui sont indépendantes. Donc, je vais garder une erreur qui va être de l'ordre de m sigma carré. Ça, c'est ce qu'on va appeler un terme de variance, de fluctuation de l'estimateur. Ça, c'est quoi? C'est tous les coefficients que j'ai éliminés. Eh bien, dedans, il y avait une petite composante de signal. Je les ai tous éliminés. Donc, ce que j'ai éliminé, c'est la somme de toutes les composantes du signal au carré. Et donc, ça, c'est en quelque sorte le biais de l'estimateur. Ce qu'on voudrait, c'est que les deux termes soient les plus petits possibles. Donc, on voudrait que m soit petit et que ceci soit petit. Ça veut dire quoi? C'est quoi le cas idéal? C'est quoi là où je vais avoir le moins d'erreurs possible? Oui, vous avez une idée? Alors, vous avez quand même une contrainte, c'est que la somme des coefficients au carré, c'est la norme du signal. Donc vous ne pouvez pas tous les avoir égaux à 0. Donc le cas idéal, c'est que vous avez, par coup de chance, dans votre base, un vecteur de base qui est égal à x normalisé. Donc les coefficients, ils sont tous nuls, sauf un qui se balade quelque part. D'accord? Donc à ce moment-là, ce coefficient il va être énorme, parce que l'amplitude de ce coefficient, ça va être norme de x. Et donc du coup, m est égal à 1, et l'erreur c'est sigma carré, et tout ça va être égal à 0. Ça, c'est le mieux. Mais en pratique, vous n'allez jamais être dans un cas où vous avez un tel coup de bol. Vous allez avoir quelques grands coefficients, mais ce que vous aimeriez, c'est avoir quelques grands coefficients et le reste tout petit. Autrement dit, ce que vous avez envie, c'est de créer une base orthogonale qui va produire le plus de zéros possible et garder quelques grands coefficients. Ceux-là, vous allez les garder, vous allez avoir un peu de bruit dessus. Tous les autres, vous allez les mettre à 0. Et en mettant tous ces coefficients à 0, vous allez mettre pratiquement tout le bruit à 0. Et du coup, l'erreur va être petite. Donc ce qu'il vous faut, c'est trouver ce qu'on appelle une représentation parcimonieuse. Parcimonieuse, ça veut dire peu de coefficients non nuls, et ces coefficients absorbent toute l'énergie du signal. Et c'est pour ça que derrière ces histoires de réseaux de neurones, vous avez énormément de papiers qui essayent de démontrer que derrière un réseau de neurones, quand on fait du débruitage, quelque part, il y a un calcul de représentation parcimonieuse. Alors, maintenant, on va pénétrer dans un autre chapitre de maths, qui est la question: comment est-ce qu'on construit des bases parcimonieuses comme ça? La base qu'on a vue jusqu'à maintenant, qui apparaît naturellement dans le cas linéaire, c'est la base de Fourier, parce qu'elle diagonalise les opérateurs qui sont des convolutions, et ça marche très bien, on l'a vu, quand vous avez des signaux qui sont comme ça uniformément réguliers. OK. Donc là, je vais prendre un quart d'heure pour avancer, pour aller jusqu'au début des bases qu'on va regarder multi-échelle, et on finira ça la prochaine fois. Alors Fourier, donc là, on va reprendre un peu un petit historique
du sujet dans le domaine. Donc Fourier, vous connaissez tous, c'est la base des sinusoïdes, qui vous donne une base orthogonale de l'espace L2 des fonctions qui ont une énergie finie. Là, je considère des fonctions qui sont définies sur un intervalle, que je vais normaliser à 0,2 pi. Et donc, ça vous donne la série de Fourier. Oh. Oui, merci de le... Excusez-moi, il y a... Ah. Oui, c'est bon. OK, merci. Donc, voilà donc mon espace L2. Ça, c'est la décomposition. Alors, excusez-moi, j'ai eu un changement de notation ici. F, c'est X, d'accord? C'est le signal. Donc, par rapport à mes notations, dans les slides, F, c'est le signal X. Donc, le signal ici, alors, je me mets dans une limite où D est infini, donc dans un espace de dimension infinie. Du coup, X, ça devient une fonction. Donc, c'est ma fonction f de t. Je considère les fonctions dans l'espace L2 ici. Ça va être plus facile. Au lieu de calculer, regarder la transformée de Fourier discrète, je vais regarder la transformée de Fourier continue et je vais expliquer pourquoi on se place dans un cadre asymptotique continu comme ceci. Donc ça, c'est l'ensemble de mes signaux d'énergie finie. Et ça, c'est la série de Fourier. Au lieu que k aille de 1 à d, eh bien, le facteur ici, oméga de fréquence, c'est un entier qui va de moins l'infini à plus l'infini. Alors, pourquoi est-ce que c'est très important de sortir du monde discret pour commencer à comprendre ces phénomènes de maths? Parce que ce qu'on a envie, c'est d'interpréter les coefficients dans la base. Et comment on va les interpréter? On va les relier aux propriétés de régularité du signal. Le problème, c'est que quand vous avez un signal discret, vous avez des trucs comme ça, avec des échantillons. Et oui, là, vous avez une grande transition, mais là aussi, vous en avez une plus petite. Il n'y a pas de notion de régularité, discontinuité, etc. Pour penser en termes de régularité, discontinuité, il faut passer dans le monde continu, et là, on a accès aux notions de continuité, de dérivée, etc. Et donc, c'est quoi l'asymptotique quand D tend vers l'infini? Ça revient en fait à dire, je me mets sur un domaine dont le support est fixé, j'augmente la densité d'échantillons quand D tend vers l'infini, et je vais converger vers une fonction continue. Quand vous regardez une image, vous n'avez pas l'impression de voir un ensemble d'échantillons. Vous avez une perception d'une fonction continue, vous parlez de discontinuité, etc. Donc, de fait, votre perception, elle se place dans un monde du continu. Et donc, c'est ce qu'on fait. On se place dans le monde du continu parce que là, on a accès à des outils mathématiques beaucoup plus fins qui vont nous permettre de relier l'amplitude des coefficients avec la régularité de la fonction sous-jacente. Et notamment dans l'analyse de Fourier, alors là vous avez un énorme chapitre de maths, eh bien vous pouvez relier l'amplitude des coefficients de Fourier. Donc c'est quoi le coefficient de Fourier? C'est la corrélation entre votre fonction et une sinusoïde qui oscille à une fréquence oméga. Et on voit bien que si la fonction ici est régulière, eh bien si vous faites un produit scalaire avec une fonction qui oscille de plus en plus vite, l'amplitude du produit scalaire va devenir de plus en plus petite, parce que, grosso modo, ça mesure les variations de la fonction sur des intervalles de l'ordre de 1 sur oméga sur tout le support. Okay? Donc, on s'attend à ce que le coefficient de Fourier, autrement dit le module, il décroisse vite quand oméga tend vers l'infini. Et toute la théorie de Fourier vous permet de relier la vitesse de décroissance des coefficients de Fourier avec le fait que la fonction est une fois, deux fois, trois fois continuellement dérivable, etc., ou Lipschitz. OK, donc ça c'est parfait. Maintenant, donc la régularité globale dépend des coefficients de Fourier. Imaginez que vous ayez un petit pic, comme ça, pas grand-chose, un événement comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Cet événement-là, il va être vu par toutes les sinusoïdes. Et donc, ça va non pas affecter un coefficient de Fourier, mais tous les coefficients de Fourier. Et au lieu d'avoir des tout petits coefficients de Fourier haute fréquence, tout d'un coup, vous allez vous retrouver avec plein de grands coefficients de Fourier dont vous allez avoir besoin pour représenter ce petit truc. Autrement dit,
Si vous avez un signal uniformément régulier en Fourier, vous allez avoir beaucoup de coefficients qui vont être nuls aux hautes fréquences et quelques coefficients non nuls aux basses fréquences. Mais dès que vous avez une singularité, c'est foutu. Parce que cette singularité va vous créer plein de coefficients de Fourier. Autrement dit, en Fourier, vous n'avez pas une représentation parcimonieuse. Donc toute la question, à partir de là, a été de se dire, OK, comment est-ce que je peux construire des bases orthogonales qui n'ont pas cet inconvénient, qui peuvent utiliser la régularité du signal, mais qui en même temps vont produire quelque chose de parcimonieux. On voit bien ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est qu'on veut que cette petite singularité affecte pas trop le nombre de coefficients. Donc il faut que les vecteurs de base soient localisés en espace pour que ceux-ci n'affectent qu'un petit nombre de vecteurs de base. Et donc ça a été l'idée d'utiliser des fonctions oscillantes, mais qui sont localisées en support. Et ça, c'est ce qu'on appelle des ondelettes. Et ce que je vais montrer, c'est que à partir de ces ondelettes, on peut trouver des bases orthogonales. Derrière ces bases orthogonales, il y a des cascades de filtres, et ces cascades de filtres ressemblent furieusement à l'architecture qu'on retrouve en réseau de neurones, où il y a des cascades de convolution sous échantillonnage, convolution sous échantillonnage. Alors, ça, il y a toute une histoire de ce sujet, parce qu'évidemment, cette idée intuitive, elle est venue à beaucoup de gens, dans beaucoup de domaines, en physique, en traitement du signal, en vision. Et il y a notamment eu l'association d'un ingénieur de géophysique, qui s'appelle Jean Morlet, et un physicien en mécanique quantique, Alex Grossman, qui ont proposé une formalisation de ça. Donc une ondelette, voilà la tête que ça. D'accord ? C'est une fonction qui oscille, donc qui est de moyenne nulle. Cette ondelette, on veut changer sa fréquence. Comment on change la fréquence ? Comme une sinusoïde, on la dilate. Donc je vais introduire ici un facteur de dilatation, c'est le facteur S. Donc en quelque sorte, ici, S, c'est la taille du support. Et puis évidemment, maintenant, j'ai une fonction qui est localisée. Donc si je veux couvrir tout le signal, pour avoir des informations, des variations du signal sur tout son support, il va falloir que je la translate, cette fonction maintenant. Donc une ondelette, ça a une échelle qui est en quelque sorte l'inverse de la fréquence, et ça a une position, U, qui est ici. Donc ça, c'est une petite ondelette, A, S est plus petit ici, S est plus grand, et deux positions différentes. Et ce qu'on va faire, c'est comme pour Fourier, comme d'une base. Donc ça, d'une certaine manière, les ondelettes, ça va être mes EK, mes vecteurs de base. Je vais calculer les produits scalaires. Donc le produit scalaire ici, c'est la corrélation entre le signal et l'ondelette intégrée sur le support du signal. OK, donc si vous faites ça pour toutes les translations possibles et toutes les dilatations possibles, ici vous avez une image, un signal 1D. Vous avez vos ondelettes, donc là c'est l'axe de translation, là c'est les dilatations et là je les ai représentées en log. Et pour chaque valeur, vous avez un produit scalaire. Donc, vous calculez un produit scalaire, ici, par exemple, avec une petite ondelette, et ça vous donne un coefficient que je représente par un niveau de gris. Quand l'ondelette elle est dans une zone régulière, le produit scalaire, ça calcule une variation locale de la fonction. Donc, du coup, la variation locale, elle va être négligeable si l'ondelette est petite, et ça correspond à un coefficient gris. Gris, ça veut dire 0, blanc positif, noir négatif, de grande amplitude. Où est-ce que vous voyez apparaître des grands coefficients aux fines échelles ? Donc les fines échelles, elles sont là, les grandes échelles, elles sont là. Vous voyez apparaître des coefficients quand les ondelettes sont centrées sur les singularités. D'accord ? Et on voit apparaître ces espèces de cônes de grands coefficients qui ont différents signes. Et donc là, vous avez des grandes ondelettes. Et puis évidemment, là, j'ai la réalisation d'un mouvement brownien, donc je suis presque partout singulier, et donc on voit apparaître un peu partout des grands coefficients quand je commence à être aux petites échelles. OK, et donc on peut, à partir de tous ces coefficients, reconstruire le signal, seulement, et ensuite, d'un point de vue mathématique, la question, c'est est-ce qu'on peut retrouver le type de théorème en Fourier ? C'est-à-dire, est-ce que je peux caractériser la régularité de f à partir de ces coefficients ? Et surtout, est-ce que je peux construire une base orthogonale avec ces trucs-là ? Parce que là, je suis passé d'un signal 1D à une image. Autrement dit, j'ai une famille de coefficients extraordinairement redondants.
Donc, ce n'est pas du tout parcimonieux. Donc, ce qu'on va voir, c'est que oui, et construire une base orthogonale, ça va être essentiellement revenir à échantillonner les échelles avec des puissances de 2, et les translations, elles vont être proportionnelles à l'échelle, donc elles vont être de l'ordre de 2 puissance j à chacune des échelles de puissance j. Donc on va juste garder une sous-grille de ces coefficients, et vous allez voir que cette sous-grille de ces coefficients va définir une base orthogonale, et vous allez voir que ces bases orthogonales sont optimales pour notamment débruiter le type de signaux réguliers par morceau que j'ai montré avant. Alors, première chose, il va falloir sélectionner les échelles. Donc ce que je vais faire là, puisqu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, 3 minutes là et un dernier cours, c'est juste vous donner une intuition de où sont les maths et comment ça fonctionne. Et ensuite, on finira sur le lien la fois prochaine avec les réseaux de neurones. Donc, là, vous avez vos échelles de puissance j. Je vais juste garder celle-là. Donc, un coefficient d'ondelette, c'est un produit scalaire avec une ondelette qui est translatée. Ce produit scalaire, vous voyez, c'est la fonction f fois l'ondelette qui est translatée. Vous pouvez l'écrire, en fait, c'est un produit de convolution avec une ondelette dilatée pris en la position u. Alors pourquoi c'est pratique de le voir comme ça? Parce que la question qu'on se pose, c'est est-ce que je peux reconstruire f si je me contente de garder que les échelles de puissance j? D'accord? C'est la même chose que de dire est-ce que je peux reconstruire la fonction f à partir de ces produits de convolution? Produit de convolution, on peut l'écrire en Fourier, c'est un produit en Fourier. F chapeau de oméga, c'est la transformée de Fourier de f. La transformée de Fourier d'une fonction dilatée, c'est la transformée de Fourier de psi chapeau, dilatée de façon inverse. Donc en fait, comment ça peut s'interpréter ça? Vous avez ici la transformée de Fourier de f, que vous voyez ici. Vous avez un filtre, l'ondelette, en fait, vous pouvez le voir pour ceux qui ont fait du traitement du signal, comme un filtre passe-bande, donc quelque chose qui va garder de l'information dans une bande de fréquence. Ce filtre, il va être dilaté à différentes échelles. Donc là, vous voyez le même filtre, mais dilaté. Et qu'est-ce que vous gardez comme information? Le produit entre votre transformée de Fourier, f chapeau de oméga, et chacun de ces filtres. Et la question, c'est est-ce qu'à partir de tous ces produits, je peux reconstruire f de oméga? D'accord? Vous pouvez reconstruire si les produits ne vont pas laisser des trous. Autrement dit, s'il n'y a pas des trous entre ces différents filtres. Et ça, à nouveau, on va repartir dans le passé. C'est quelque chose qui a été étudié en maths dans les années 30, Littlewood, Pelley, qui ont dit, OK, si je veux faire ce genre de choses, il faut que mes psi de 2 puissance j oméga ne laissent pas de trous pour que le produit ne soit jamais nul et que je puisse récupérer f de oméga à partir du produit. Et une des manières d'imposer ça, c'est que la somme de ces quantités au carré est égale à 1. Et à ce moment-là, on a une formule de reconstruction qui se démontre assez facilement quand on sait manipuler les transformées de Fourier. Donc, ça me dit, oui, pas de problème, je peux me limiter à des échelles de puissance j. Deuxième question, j'ai maintenant échantillonné mes échelles, est-ce que je peux échantillonner les pas de temps? Et là, la réponse, il faut revenir encore plus loin en arrière. La première base orthogonale d'ondelette qui a été obtenue avec une fonction dilatée et translatée sur une grille discrète, qui définit une base orthogonale de L2, c'est Haar qui l'a trouvée, 1909, et c'est une petite fonction qui est comme ceci, constante sur 0, 1,5, et égale à, donc égale à 1 sur 0,5, et moins 1 sur 0,5,1. Alors là, ça c'est un exercice de maths. On prend ces fonctions et on démontre qu'elles sont orthogonales parce que en fait, elles ont soit des supports disjoints, soit elles sont de moyenne nulle sur un domaine où l'autre est constante. Donc on démontre que toutes ces fonctions sont orthogonales. Et ensuite, on démontre ce qui est plus subtil, que n'importe quelle fonction peut s'écrire comme une combinaison linéaire de ces fonctions. Et ça vient du fait que n'importe quelle fonction peut être approximée par des fonctions constantes par morceau quand on réduit petit à petit la taille de l'intervalle de constants. Donc ça existait, mais elle n'est pas très bonne, cette ondelette, parce qu'elle est discontinue. Il y en avait une autre qui existait. Vous avez besoin de couvrir votre axe de fréquence avec des fonctions qui sont
qui vont bien tout recouvrir, ce que vous pouvez, c'est essayer de faire un design de l'ondelette dans le domaine des fréquences. Donc, en regardant sa transformée de Fourier. Et une solution simple, c'est de prendre l'indicateur de pi, 2pi, moins 2pi, et l'échantillonnage en espace, ça vient en fait du théorème d'échantillonnage de Shannon. Donc là, je ne vais pas faire le détail, mais c'est quelque chose qui est bien connu, et c'est pour ça que ça s'appelle l'ondelette de Shannon, et ça vous donne aussi une base orthogonale. Donc ça, c'est la couverture de l'axe des fréquences. Le problème, c'est que vous avez une ondelette qui en Fourier est discontinue, et donc maintenant, elle décroît très lentement. Ce que j'aimerais, c'est avoir quelque chose qui ressemble à une sinusoïde locale, donc quelque chose qui a un tout petit support, qui est très bien concentré, et qui en même temps est bien régulier. Et la question, c'est est-ce que c'est possible? Donc ça, c'est le genre de question qu'on s'est posé jusque dans les années 80 et quelques. En fait, on se l'est posé pas vraiment, parce qu'on était persuadé que ce n'était pas possible. Et puis, il y a un mathématicien, Yves Meyer, donc, il a eu le prix Abel, qui est en quelque sorte le prix Nobel pour les maths, pour ça a montré en 86 que oui, en fait, c'est possible. Il est possible de trouver des fonctions, et voilà une des premières ondelettes qu'il a trouvées, qui vont à la fois définir des bases orthogonales, qui vont avoir une décroissance rapide et qui sont bien régulières. Et donc, je vais m'arrêter là et je vais expliquer la fois prochaine comment on utilise ça avec du seuillage pour débruiter des images, des signaux, quels sont les algorithmes pour implémenter ça, et vous allez voir que ça va se faire avec des cascades, et en même temps, quand est-ce que c'est optimal, quand est-ce que ce n'est pas optimal. Et ce qu'on va voir, c'est que c'est optimal en 1D pour beaucoup de signaux, mais en 2 dimensions, dès que vous avez de la régularité géométrique, c'est plus optimal. Et là, il faut faire des choses beaucoup plus compliquées, et on va voir, en regardant dans les réseaux de neurones, que de fait, les réseaux de neurones, eux, calculent des bases orthogonales qui sont beaucoup plus subtiles encore que ces ondelettes, mais qui partagent des propriétés avec ces ondelettes, c'est-à-dire ce sont des structures harmoniques qui sont oscillantes, mais dont la géométrie s'adapte. Donc tout ça, du coup, on va le concentrer le dernier cours, donc ça va être un peu sportif, mais on y arrivera. Voilà, on va faire la pause maintenant, et dans 10 minutes, on aura un très bel exposé sur l'application de tous ces algorithmes de diffusion que vous avez vus pour des problèmes inverses, c'est-à-dire résoudre des problèmes importants comme l'imagerie médicale et toutes sortes d'autres problèmes que nous présentera Éric Mouline. Donc, dans 10 minutes, on commence à 11 h. Et comme d'habitude, il y a la signature des feuilles que je vais mettre juste là.